Alors, la dernière unité du programme relatif aux deux sections SVT et PC et c'est l'unité qui aborde les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. C'est-à-dire, on va voir comment vont se former les chaînes de montagnes et nous allons voir quels sont les types de chaînes de montagnes ainsi que les différents critères qui vont nous permettre de les différencier les unes des autres. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est les phénomènes. Alors, vous avez des phénomènes géologiques qui vont accompagner les chaînes de montagnes pendant leur genèse. J'ai divisé cette unité en 5 chapitres. Notions essentielles avant de commencer. Le deuxième chapitre, il s'agit des déformations tectoniques qui accompagnent la genèse des montagnes. Le troisième chapitre, ce sont les chaînes de montagnes, leurs caractéristiques, ainsi que les étapes de leur formation dans le contexte de la tectonique des plaques. Le quatrième chapitre, il s'agit du phénomène du métamorphisme. Le quatrième chapitre, il s'agit de la granitisation. Alors, pour bien comprendre cela, le sujet principal, central, pivot de toute l'unité, c'est la formation des chaînes de montagnes. Et nous allons voir donc les types de ces chaînes de montagnes, les critères qui vont pouvoir nous permettre de distinguer les types de chaînes de montagnes et en même temps, quand ces chaînes de montagnes se forment, ils sont accompagnés par 3 grands phénomènes. Les déformations tectoniques que vous avez vues au 2e collège par ce que vous avez appelé les plis et les failles. Nous allons un peu les rappeler et un peu les développer. Le deuxième phénomène, il s'agit du métamorphisme. Et le troisième, c'est la granitisation. Donc, à chaque fois qu'il y aura une chaîne de montagne qui va se former, elle est liée à ces 3 phénomènes. Les déformations tectoniques, le métamorphisme et la granitisation. Mais, je pense que vous avez remarqué que j'ai sauté ce chapitre 1 que j'ai appelé « Notions essentielles » avant de commencer. Alors, dans ce petit chapitre, nous allons revoir certaines notions que vous avez déjà étudiées normalement au 2e collège, dans la 2e année collégiale, et ce sont des notions qui sont à la fois simples, mais qui sont très, très importantes dans le sens où ils vont nous aider à bien comprendre les chapitres qui vont suivre. Il s'agit là de certains termes, c'est une terminologie qu'il faut bien comprendre, et ces termes et ces notions que nous allons aborder dans ce premier chapitre, nous allons les utiliser souvent dans les 4 chapitres suivants. Alors faites très attention, ce sont des notions simples, mais quand même, ils sont très essentiels. Alors, le premier chapitre donc, avant de commencer la leçon, il s'agit donc des notions essentielles que j'ai appelées avant de commencer. Qu'est-ce que nous allons voir pendant ce chapitre? La structure interne du globe terrestre, la notion de la plaque tectonique et la relation entre le magma et la structure des roches. Alors, qu'en est-il de ces notions? Alors la première,
Alors la première, il s'agit de la structure interne du globe terrestre. Alors le rayon du globe terrestre, il dépasse 6300 km et il est impossible de déterminer sa structure interne par les moyens de forage, c'est-à-dire creuser un puits et retirer les roches que l'on a rencontrées et donc de savoir les constituants. Donc il est impossible, faute des moyens, il est impossible d'atteindre cette profondeur avec un matériau qui pourrait facilement fondre à ces profondeurs où la température est très élevée. Mais il y a des phénomènes, il y a des moyens qui sont indirects qui ont permis de déterminer la structure interne du globe terrestre. Alors comment a-t-on pu déterminer cette structure interne du globe terrestre? Alors je vais par la suite vous laisser le soin de bien lire ça. Alors je vais surtout me concentrer sur les documents que je vais vous présenter. Alors, le résultat des études physiques, ou plutôt géophysiques, ont donné donc les différents constituants de la Terre ou du globe terrestre. Alors, il s'agit de 4 grandes unités. Ici, ce qui est rose et qui continue en bleu, il s'agit d'une croûte. Et elle est divisée en croûte continentale. Et là, vous avez une croûte océanique. Les deux constituent la croûte terrestre. Alors faites très attention, quand on parle de terrestre, il ne s'agit pas toujours du continent. Je parle terrestre et là, je réunis aussi bien les fonds marins et le continent. Et donc là, vous avez une croûte. Tout ça, vous avez une croûte qui pourrait être donc soit océanique, soit continentale. Donc ça, c'est la première unité qui constitue le globe terrestre. La deuxième, la voilà, le manteau. Alors, le manteau, certains géologues le divisent en deux, c'est-à-dire le manteau supérieur et le manteau inférieur. D'autres écoles géologiques, d'autres géologues le divisent en trois. Le manteau supérieur, le manteau moyen, qu'on appelle également l'asténosphère, et le manteau inférieur. Donc la deuxième unité, il s'agit du manteau. La troisième unité, c'est le noyau externe. Et la quatrième, c'est le noyau interne. Donc, je résume. Donc, le globe terrestre, il est divisé en 4 grandes unités. La croûte, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Ces différentes parties, ces différentes unités sont séparées par des limites, par des frontières, par des discontinuités qui ont le nom, qui prennent le nom des scientifiques qui les ont découverts. La première, c'est la discontinuité de Moore. Eh bien, c'est tout simplement une discontinuité qui sépare la croûte et le manteau. La seconde, c'est la discontinuité de Gutenberg. Elle sépare le manteau du noyau externe. Et enfin, la discontinuité de Lehmann, elle sépare le noyau externe du noyau interne. Donc, le globe terrestre est formé par 4 unités séparées par 3 discontinuités. Donc, c'est ce que vous pouvez donc écrire ici. Donc, le globe terrestre est donc constitué
unités suivantes. La première, c'est la croûte terrestre, qui peut être soit océanique, soit continentale. Deuxième tiré, il s'agit du manteau, et qui est divisé lui-même en manteau inférieur et supérieur. Troisième unité, c'est le noyau externe. Et la quatrième unité, c'est le noyau interne. Ici, il s'agit de décrire les trois discontinuités. La discontinuité de Moho ou Mohorovic ou Mohorovic, ça dépend de la prononciation. C'est la discontinuité de Mohorovic ou de Moho tout court. Elle sépare la croûte du manteau. La deuxième discontinuité, il s'agit de la discontinuité de Gutenberg et qui sépare le manteau du noyau externe. La dernière, donc, c'est la discontinuité de Lehmann qui sépare le noyau externe du noyau interne. Là, j'aimerais bien reprendre ça parce qu'il y a un autre terme qui est également important, c'est la lithosphère. Alors remarquez, la lithosphère, la voilà, elle regroupe, voilà ce qu'elle représente, c'est deux flèches, elle représente la partie bleue ou rose, c'est-à-dire la croûte, avec le manteau supérieur. Autrement dit, si je veux parler des deux couches en même temps, je n'ai qu'à utiliser le terme lithosphère. Et on va l'utiliser très très souvent dans cette leçon. Donc la lithosphère, c'est quoi? Tout simplement, ce n'est autre que la croûte et le manteau supérieur. Donc la lithosphère, autrement dit, elle pourra être une lithosphère océanique quand elle comprendra la croûte océanique, et elle sera également une lithosphère continentale quand elle comprendra une croûte continentale. Remarquez la couleur qui est utilisée, c'est-à-dire le manteau supérieur. Elle est la même, c'est la même roche, les mêmes constituants qu'on trouvera sous le continent et sous les océans. Et là, on va y revenir par la suite. Je passe maintenant à la comparaison des deux lithosphères. Donc, je rappelle, la lithosphère est constituée de l'écorce ou de la croûte terrestre et le manteau supérieur. Elle peut être continentale ou océanique. Et là, le document ci-dessous va nous permettre de différencier entre les deux lithosphères et de les comparer. Déjà, il y a une chose qui frappe aux yeux, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de la croûte continentale est beaucoup plus grande que celle de la croûte océanique. La composition des roches qu'on trouvera ici est également différente, chose qu'on va voir un peu plus bas. Et ce qui fait, il en découle de cette différence des roches une différence de densité des deux croûtes continentales océaniques. La croûte continentale a une densité qui est égale à 2,9 et qui est supérieure à celle de la croûte continentale. Remarquez ce que vous avez ici, c'est le manteau. Remarquez également là, c'est la lithosphère comme on l'a défini, c'est-à-dire la croûte et le manteau supérieur. Il y a la même densité, 3,3. C'est plus dense que la croûte, mais c'est la même densité aussi bien sous la croûte océanique que sous la croûte continentale. Autrement dit, vous avez ici le même constituant qu'on verra par la suite. Donc, retenons, la première différence, c'est l'épaisseur. La croûte continentale ou même la lithosphère continentale, je peux seulement dire la croûte continentale est plus
épaisse que la croûte océanique. L'inverse pour la densité, la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Et cela aura une très grande importance par la suite dans la formation des chaînes de montagne. Ça c'est la deuxième différence. Et la troisième, il s'agit des constituants des deux croûtes. Alors, qu'en est-il de ces constituants? Eh bien, tout d'abord, parlons de la croûte continentale. Remarquez ici qu'il y a la discontinuité de mots. Autrement dit, ce qui est noir, c'est le manteau supérieur. Et ce que vous avez au-dessus, c'est la croûte continentale. La roche qui constitue la partie noire, c'est-à-dire le manteau supérieur, il s'agit de la péridotite. C'est une roche. Donc la première roche dont on parle, c'est la péridotite. C'est une roche qui constitue le manteau supérieur. Par contre, ce qu'on va trouver ici ou dans la croûte continentale, il s'agit surtout des roches granitiques, les voilà en rouge et en bleu, les voilà, des plutons granitiques, et le terme pluton, on va en parler également, mais pour l'instant retenez que c'est une roche granitique, ainsi que de temps en temps des roches métamorphiques. Mais le granit, le pluton granitique reste le majeur constituant de la croûte continentale. Donc, la croûte continentale est formée par surtout des roches granitiques, le manteau supérieur par la péridotite. Et il n'y a pas une succession ou un ordre bien précis dans la répartition de ces roches. Ils sont un peu anarchiques, ils sont aléatoires dans la lithosphère. Par contre, dans la lithosphère océanique, là, vous devez bien vous rappeler de l'ordre dont sont disposées les roches. Mis à part les sédiments, qu'on trouve d'ailleurs ici également, les roches sédimentaires, les roches que l'on trouve du haut vers le bas, c'est-à-dire de la surface vers la profondeur. Le basalte, la dolérite, le gabbro et à nouveau la péridotite. Donc remarquez que la péridotite, elle revient ici, c'est-à-dire le manteau supérieur. D'ailleurs, vous remarquez qu'ici il y a la discontinuité de mots. Donc, la discontinuité de mots, je rappelle que c'est une discontinuité qui sépare ce qu'on a en haut, c'est-à-dire la croûte. Maintenant, c'est la croûte océanique. Et là, vous avez le manteau supérieur. Donc, le manteau supérieur, il est formé de péridotite, aussi bien dans la lithosphère océanique que continentale. Mais la croûte continentale, quant à elle, elle est différente de ce que nous sommes en train de voir dans la lithosphère océanique. Donc, vous avez des basaltes, dolérite et du gabbro. Pourquoi vous avez le terme coussin? Ça reflète tout simplement la forme que prend ce basalte ou que prend cette roche. On parle de coussin basaltique. Là également, ce sont des filons, voilà, comme des tiges que vous voyez ici. La forme, elle prend le nom de filon. Mais si vous vous rappelez pas de ces termes, c'est pas trop grave, mais le plus important, c'est de vous rappeler des roches. Donc, de la surface vers la profondeur, vous avez le basalte, la dolérite, le gabbro et le péridotite. Ça, donc, c'est l'ensemble des roches qui constituent la lithosphère océanique. Là, il y a encore un terme que je dois ajouter, c'est le complexe
ophiolitique. Le complexe ophio avec un pH, le complexe ophiolitique, eh ben c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble de ces 4 roches, basalte, dolérite, gabbro, péridotite. Donc, autrement dit, si j'aime parfois, par exemple, parler des 4 roches à la fois sans les citer, je n'ai qu'à utiliser le terme du complexe ophiolitique. Alors, le complexe ophiolitique, ce n'est autre que la lithosphère océanique. La lithosphère océanique, donc, et c'est le complexe ophiolitique qui est composé par 4 roches de la surface vers la profondeur. On trouve le basalte, dolérite, gabbro et péridotite. Donc, c'est ce que vous pourrez, par exemple, écrire ici, comparer les deux lithosphères océaniques et continentales. Donc, vous commencerez par la croûte, la lithosphère, continentale, et dire donc les constituants qu'on trouve. Tout d'abord, dans la croûte continentale, on trouve surtout des roches granitiques ainsi que des roches métamorphiques. Mais dans le manteau, on trouve surtout la péridotite. Là, c'était donc ce que vous pouvez écrire ici. Ensuite, vous pouvez écrire un deuxième tiret. Il s'agit donc d'écrire la lithosphère océanique. Donc la lithosphère océanique, elle est constituée de 4 roches qui sont de la surface vers la profondeur, le basalte, la dolérite, le gabbro et la péridotite. Et l'ensemble de ces 4 roches constitue ce qu'on appelle le complexe ophiolitique.